L'eau était encore tiède lorsqu'on découvrit Charlotte Deveau flottant face contre l'eau dans sa maison de bain en marbre. Sa chemise de nuit de soie collait à son corps inanimé, comme la mousse espagnole au cyprès. Mais à ce moment-là, Sarah Daniel avait déjà disparu dans le bayou de Louisiane, emportant avec elle un secret qui entrait la plantation pendant des générations, qu'est-ce qui avait poussé cette femme réduite en esclavage à maintenir sa maîtresse sous l'eau, jusqu'à ce que les bulles cessent de remonter, et comment avait-elle survécu dans les marais traîtres où même les hommes les plus courageux craignaient de s'aventurer. Avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abord pour égayer ma journée. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la plantation de Magnolia Grove lorsque Sarah Daniel se dirigea vers la grande maison de bas, ses pieds nus silencieux sur l'herbe couverte de rosée. L'édifice orné se dressait à l'écart de la maison principale, ses colonnes blanches brillant sous la lumière du jour comme les ossements d'une créature ancienne. À l'intérieur, les murs de marbre résonnaient du clapotis de l'eau, et de la vapeur s'élevait du bassin chauffé que Charlotte Deveau exigeait de voir rempli d'eau fraîche. Chaque matin, Sarah portait un panier de savon à la lavande et de serviettes de coton rêche. Ses gestes étaient ceux de l'habitude, perfectionnés par des années de service. La jeune femme de 19 ans servait la famille Deveau depuis l'âge de 12 ans. Lorsqu'elle avait été achetée lors d'une vente aux enchères d'esclaves à la Nouvelle-Orléans, ses petites mains avaient été jugées idéales pour les soins délicats que nécessitait la toilette quotidienne de sa maîtresse. Charlotte Deveau l'attendait déjà quand Sarah entra dans la maison de bas, sa peau pâle lumineuse sous la lumière filtrée du matin. L'épouse du maître de la plantation avait 32 ans, avec de longs cheveux au bol retombant en boucles soigneusement arrangés, et des yeux verts capables de passer en un instant du jeu cruel à la douceur feinte. Elle reposait dans l'eau tiède, les bras paresseusement étendus sur le rebord de marbre, observant Sarah disposer les savons et les huiles avec une minutie acquise depuis longtemps. Le silence entre elles était lourd de non-dit, un poids qui s'était accumulé depuis des mois, depuis que Charlotte avait découvert quelque chose qui avait tout changé entre elles. Tu es en retard ce matin, dit Charlotte, sa voix portée par l'accent mielleux de l'aristocratie louisianaise. Mais traversée d'une pointe tranchante, Sarah baissa les yeux, sachant qu'il valait mieux éviter le regard de sa maîtresse. Pardonnez-moi, mademoiselle Charlotte. Monsieur Deveau avait besoin que je nettoie ses bottes après sa promenade. Cela m'a pris plus de temps que prévu, c'était vrai, mais Sarah avait aussi pris quelques précieuses minutes pour vérifier l'état de sa jeune sœur. Lily restait au quartier des esclaves et souffrant de fièvre toute la nuit. À 15 ans, Lily était déjà convoitée par le fils du maître, une pensée qui faisait se nouer l'estomac de Sarah d'une angoisse familière. Le rire de Charlotte résonna, clair et cassant comme du cristal brisé. Les bottes de mon mari seraient donc plus importantes que mon confort. Puis elle bougea dans l'eau, créant des ondes lumineuses à travers les vitraux. La maison de bain avait été le cadeau de mariage de son père, conçu pour rivaliser avec les termes romains qu'elle avait lus dans ses études à l'étranger. Chaque matin, Sarah devait chauffer l'eau à la température exacte exigée par Charlotte, et y ajouter des huiles importées qui saturaient l'air de jasmin et de rose, puis passer 1 heure à frotter la peau de sa maîtresse au sel de mer et au miel, jusqu'à ce qu'elle devienne rose et parfaite. Alors que Sarah s'agenouilla au bord du bassin de marbre plongeait un linge dans l'eau parfumée. La main de Charlotte jaillit et saisit son poignet avec une force surprenante. Le contact fit frissonner Sarah, non par tendresse, mais par le souvenir de ce que ses mêmes mains avaient fait 3 jours plus tôt. Les yeux verts de Charlotte transpercèrent les siens, cherchant quelque chose que Sarah refusait de donner. J'ai réfléchi à notre conversation, murmura Charlotte, serrant son poignet jusqu'à faire battre le sang contre ses doigts blancs. À propos de ce que tu m'as dit concernant ta sœur. Cette conversation avait eu lieu ici même, lorsque Sarah avait trouvé le courage de supplier sa maîtresse de protéger Lily des attentions indésirables de Robert, le fils aîné du maître. Elle s'était jetée à ses pieds, révélant ses secrets les plus intimes et promettant tout en échange de la sécurité de sa sœur. Mais la réponse de Charlotte avait été tout autre qu'espérée, une exigence qui franchissait les dernières limites que Sarah possédait encore. Mademoiselle Charlotte, je vous en prie, dit-elle d'une voix basse, tentant de libérer son poignet sans paraître lutter. Mais l'emprise de Charlotte était de fer, ses ongles parfaitement polis s'enfonçant dans la peau sombre de Sarah, y laissant des marques rouges et profondes. La vapeur épaississait l'air, comme si le lieu entier conspirait pour les enfermer ensemble. Le clapotis de l'eau résonna, semblable à un cœur battant qui comptait les secondes avant que tout bascule. Puis Charlotte relâcha soudainement son poignet, laissant derrière elle des traces rouges en forme de doigts. Commence par mes épaules, ordonna-t-elle, s'installant de nouveau dans l'eau avec un sourire satisfait. Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle prit le sel de mer, les grains rugueux se mêlant aux huiles parfumées pour former une pâte. Elle avait répété ce rituel des centaines de fois, mais ce jour-là, tout semblait différent, chargé d'une électricité qui lui faisait battre le cœur entre pleurer autre chose qu'elle n'osait. Ses gestes mécaniques frottaient la peau de Charlotte, qui brillait à présent
Quand la maîtresse reprit d'une voix douce à peine audible, « J'ai reçu une lettre de ma cousine à Charleston hier. Elle m'écrit qu'une nouvelle loi est proposée, permettant aux esclaves particulièrement loyaux de recevoir certains privilèges. » Mots flottèrent dans l'air comme de la fumée. Sarah comprit aussitôt que Charlotte préparait quelque chose, une demande qui lui coûterait bien plus qu'elle ne pouvait offrir. Ainsi, sous les promesses empoisonnées de sa maîtresse, Sarah comprit que la seule monnaie d'échange pour sauver Lily n'était plus son travail déjà volé par la famille DeVoe, mais son corps, sa dignité, tout ce qui restait d'elle dans un monde qu'il avait déjà dépouillé de presque tous les jours. Suivants passèrent dans une brume de honte et de secret. Charlotte trouvait mille prétextes pour convoquer Sarah à la maison de bain. Les autres esclaves remarquaient l'attention particulière, et dans leurs regards se lisaient des questions, du jugement, et une pitié plus douloureuse que les coups de fouet. Mais Lily, elle, restait à l'abri, intouchée par Robert. C'était la seule raison qui empêchait Sarah de sombrer dans le désespoir jusqu'au jour où, 3 semaines plus tard, Sarah découvrit une vérité qui anéantit ses dernières forces. En nettoyant les appartements privés de Charlotte, elle trouva une lettre abandonnée sur le bureau. Elle provenait bien de la cousine de Charleston, mais ne parlait que de commérage et de chaleur étouffante. Aucune loi, aucun privilège, aucune promesse, tout avait été inventé. Un mensonge cruel de Charlotte. Un leurre pour manipuler Sarah et la réduire davantage. La trahison fut comme un coup porté en pleine poitrine, lui coupant le souffle et la laissant effondrer sur le bureau de Mahogany où s'étalait, en élégante écriture, les preuves des mensonges de sa maîtresse, tout ce qu'elle avait enduré. Chaque humiliation, chaque violation de son corps et de son esprit, l'avait été pour rien. Lily n'était pas plus en sécurité qu'auparavant, et Sarah avait tout sacrifié pour un mensonge enveloppé de soie et de parfum. La rage qui la submergea était différente de tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Une fureur brûlante, incandescente, qui consumait la peur et la prudence, ne laissant place qu'au désir primitif de justice. Cette nuit-là, Sarah resta allongée sur sa paillasse dans les quartiers des esclaves, fixant le plafond de bois rugueux et élaborant son plan. Autour d'elle, les autres femmes dormaient, leur respiration formant un rythme qui autrefois l'apaisait, mais qui sonnait désormais comme le compte à rebours de quelque chose d'horrible. Elle pensa à la routine de Charlotte, à son amour pour ses bains matinaux, à la solitude de la maison de marbre où nul ne viendrait les déranger. Elle pensa au poids de l'eau, capable d'envelopper ou de tuer selon la manière dont on l'utilisait. Mais surtout, elle pensa à Lily, innocente et vulnérable, et aux hommes qui finiraient par briser son corps, comme ils avaient brisé le sien le lendemain. Matin se leva gris et humide, avec des nuages d'orage s'amoncelant à l'horizon tel un présage. Sarah se rendit à la maison de bain, comme elle l'avait fait chaque matin depuis 7 ans, portant son panier de savon et de serviettes. Mais ce jour-là, elle transportait aussi autre chose. Cachée sous les serviettes de coton se trouvait une petite bouteille de laudanum qu'elle avait volée dans l'armoire à pharmacie de la maison principale. Une dose suffisante pour rendre quelqu'un somnolent et docile, suffisante pour l'empêcher de se débattre quand le moment viendrait. Ses mains restaient fermes tandis qu'elle préparait le bain, ajoutant les huiles parfumées et ajustant l'eau à la température exacte exigée par Charlotte. Mais son cœur battait contre sa poitrine comme un oiseau en cage avide de liberté. Charlotte arriva précisément à cette heure, comme toujours, enveloppée dans un peignoir de soie qui valait plus que tout ce qu'un esclave pouvait voir en une vie. Elle semblait d'humeur particulièrement joyeuse, fredonnant un air que Sarah reconnut comme provenant des leçons de piano de son enfance. « Bonjour, ma chère », dit-elle, et ce terme d'affection fit frissonner Sarah, tant il était chargé de fausse intimité. Depuis le début de leur arrangement, Charlotte employait de tels mots comme si leur relation tordue relevait de la romance, plutôt que d'une exploitation calculée. Alors que Charlotte s'installait dans le tiède avec un soupir de contentement, Sarah entreprit sa routine habituelle. Mais aujourd'hui, chaque geste avait une finalité au-delà de la propreté. Elle fit mousser le savon à la lavande jusqu'à obtenir une riche écume. Le parfum familier charriait désormais des souvenirs dont elle ne pourrait jamais se défaire. La peau de Charlotte était pâle et douce, entretenue par des huiles et crèmes qui la maintenaient lisse comme celle d'un enfant, épargnée par le soleil et le labeur qui marquaient les corps de ceux qui la servaient. Les mains de Sarah parcouraient cette chair parfaite en mémorisant les contours une dernière fois, imprimant en elle le poids et la texture de son oppresseuse. « J'ai une merveilleuse nouvelle », dit Charlotte, les yeux clos de plaisir sous les mains de Sarah qui massaient son cou et ses épaules. « Mon mari a accepté d'acheter cette nouvelle fille de la plantation Henderson. Celle à la silhouette remarquable. Elle sera parfaite pour les besoins de Robert. » La désinvolture avec laquelle elle parlait d'acheter un autre être humain, destiné aux appétits de son beau-fils, brouilla la vision de Sarah sous l'effet de la rage. Mais elle continua ses gestes, sa voix maîtrisée. « C'est une excellente nouvelle, mademoiselle Charlotte, » dit-elle calmement. Mais à l'intérieur, elle hurlait. Une autre fille, probablement à peine plus âgée que Lily, rejoindrait bientôt la collection de poupées brisées de Magnolia Grove. Charlotte en parlait comme
On discute d'un nouveau cheval pour les écuries, sans plus de considération pour l'humanité de la jeune fille que pour n'importe quel autre bien matériel. Le système qui avait créé ce moment s'étendait sur des générations, bâti sur la souffrance des gens comme Sarah, dont les rêves et les espoirs comptaient moins que le confort de leurs maîtres alors que les mains de Sarah descendaient le long des bras et de la poitrine de Charlotte. Sa maîtresse poursuivait sa conversation légère sur le bétail humain. « Bien sûr, cela veut dire que tu auras plus de compagnie pour tes devoirs spéciaux, dit-elle avec un sourire entendu. J'ai songé à élargir ma collection de favorites. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant à avoir de belles choses à sa disposition. » Ces mots, prononcés comme on parlerait d'un bouquet de fleurs, avaient un sens limpide. Sarah n'était pas la première femme que Charlotte avait contrainte. Et elle ne serait pas la dernière. Cette révélation solidifia la détermination de Sarah en une résolution dure comme le diamant. Impossible à briser, elle saisit la petite bouteille dissimulée sous les serviettes. Ses gestes naturels et mesurés. « Mademoiselle Charlotte, je vous ai apporté quelque chose de spécial aujourd'hui, » dit-elle en débouchant le laudanum d'une main ferme. Une huile nouvelle venue de la Nouvelle-Orléans, censée aider à la détente. Les yeux de Charlotte s'illuminèrent d'intérêt. Toujours avide de nouveaux luxes à ajouter à sa collection d'indulgences. « Comme c'est attentionné de ta part, ma chère. Oui, j'aimerais l'essayer. » Sarah versa le laudanum dans l'eau du bain, le regardant se dissoudre et disparaître. La dose ne tuerait pas Charlotte, mais elle l'engourdirait, la ralentirait, l'empêchant de se défendre quand le moment viendrait. Charlotte s'enfonça plus profondément dans l'eau. Ressentant déjà les effets, ses paupières s'alourdissaient. Sa respiration se faisait plus profonde. « C'est délicieux, » murmura-t-elle, les mots légèrement pâteux. « Où as-tu dit que tu l'avais trouvé ?»« Chez quelqu'un qui comprenait la souffrance, » répondit Sarah, et quelque chose dans son ton fit ouvrir brusquement les yeux de Charlotte. Soudain plus lucide malgré le narcotique. Pour la première fois, elle sembla réellement voir Sarah, non comme un objet ou un jouet, mais comme une femme avec ses propres pensées, ses propres sentiments, et une capacité à la rageoire. Reconnaissance passa sur les traits parfaits de Charlotte comme un éclair avant l'orage. Elle commença à se redresser instinctivement, sentant le danger. Mais Sarah fut plus rapide, ses mains s'abattant sur ses épaules avec une force née d'années de labeur et de mois de fureur. « Contenu, tu m'as menti, » dit-elle, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, mais lourde du poids de générations d'oppression. « Il n'y a jamais eu de protection pour Lily. Tu as tout inventé pour obtenir ce que tu voulais. » Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent, choqués et emplis d'une peur croissante. Tandis qu'elle prenait conscience de l'ampleur de son erreur. Elle avait sous-estimé l'intelligence de Sarah, la force de son amour pour sa sœur, et le terrain dangereux où elle s'était aventurée en jouant avec l'instinct protecteur d'une sœur-mère. Charlotte tenta de parler, d'offrir de nouveaux marchés aux menaces, mais les mains de Sarah la poussèrent sous l'eau, coupant ses mots dans un jaillissement de bulles. La maison de bain de marbre, sanctuaire de Charlotte, devenait son tombeau. Le luxe dont elle s'était servie pour humilier autrui se retournait contre elle dans ce dernier instant. L'eau parfumée qui avait apaisé sa peau emplissait à présent ses poumons. Les huiles qu'il avait faites se sentirent comme une déesse, collaient maintenant ses cheveux à son crâne, tandis qu'elle se débattait sous la poigne implacable de Sarah. La lutte dura plus longtemps que Sarah ne l'avait imaginé. L'instinct de survie de Charlotte était puissant, et elle se battait avec la fureur désespérée de quelqu'un qui n'avait jamais imaginé que la mort viendrait la trouver dans son propre bain. Ses ongles lacérèrent les bras de Sarah, laissant des sillons sanglants qui resteraient à jamais. Des cicatrices permanentes, témoins de l'instant où l'ordre naturel s'était inversé, où la proie était devenue prédatrice. Mais Sarah tint bon, ses mains fermes malgré le laudanum qui alourdissait les gestes désordonnés de Charlotte. Les années de corvée, de portage et de récurage avaient donné à Sarah une force nerveuse que les muscles choyés de Charlotte ne pouvaient égaler quand les dernières bulles remontèrent à la surface et que le corps de Charlotte devint inerte. Sarah sentit quelque chose mourir en elle aussi. Elle avait franchi une ligne qu'on ne pouvait plus effacer, commis un acte qui la marquerait à jamais, quel que soit le nombre de jours qui lui restaient. Mais en contemplant le corps flottant de Charlotte dans l'eau parfumée, elle n'éprouva aucun regret. Seulement une satisfaction creuse. La justice avait enfin trouvé son chemin jusqu'à Magnolia Grove. La femme qui traitait des êtres humains comme des jouets venait de découvrir, trop tard, que chaque acte entraîne des conséquences. Sarah s'activa rapidement ensuite, l'esprit clair malgré l'ampleur de ce qu'elle avait accompli. Elle arrangea le corps de Charlotte pour qu'il paraisse naturel, comme si elle avait simplement glissé sous l'eau et s'était noyée accidentellement. Le laudanum dans son organisme resterait indétectable, et les légères ecchymoses à ses épaules pourraient être expliquées par la chute que Sarah prétendrait avoir vue. Elle nettoya les traces de lutte sur les murs et le sol de marbre. Ses gestes méthodiques et méticuleux, cette année passée à servir dans cette maison de bas, lui avaient appris chaque recoin susceptible de retenir la moindre trace de violence avant de quitter la pièce. Sarah s'agenouilla une dernière fois près du bassin et posa sa main sur le front de Charlotte dans
Un geste qui, pour un observateur, aurait pu sembler empreint de chagrin, mais ces mots n'étaient pas une prière pour l'âme de la défunte. Elle murmura plutôt une promesse aux esprits du vent et de l'eau que sa grand-mère lui avait appris à honorer. Un vœu que la mort de Charlotte ne serait pas vaine si elle pouvait protéger d'autres femmes de destins semblables astérisques. Les anciennes croyances que sa famille avait apportées d'Afrique se mêlaient aux enseignements chrétiens imposés par leurs propriétaires, créant une foi qui leur était propre, une foi qui reconnaissait la justice sous des formes que le Dieu blanc n'aurait peut-être pas approuvé. Le retour de Sarah dans les quartiers des esclaves fut accueilli par l'agitation matinale habituelle, les autres esclaves se préparant pour une nouvelle journée de labeur. Elle se déplaçait parmi eux avec une normalité parfaite, aidant Lily à tresser ses cheveux et partageant le petit déjeuner du pot commun de bouillie de maïs. Mais intérieurement, elle mémorisait les visages et les voix, accumulant les images des personnes qu'elle aimait en prévision d'un voyage dont elle pourrait ne pas revenir. Le Bayou appelait les esclaves fugitifs avec des promesses de liberté, mais il recevait aussi des dangers qui coûtaient plus de vie que la plantation elle-même. Il était presque midi lorsque le corps de Charlotte fut découvert par un autre esclave de maison envoyé pour vérifier l'absence inhabituelle de sa maîtresse au déjeuner. Les cris qui résonnèrent à travers Magnolia Grove firent accourir tout le monde, du maître lui-même aux ouvriers des champs, rarement autorisés à entrer dans la grande maison. Sarah joua parfaitement son rôle, pleurant et gémissant avec les meilleurs, exprimant un choc et un chagrin qui convainquirent même ceux qui la connaissaient bien. Plus important encore, elle apportait des nouvelles du monde extérieur, des informations sur la vie dans les plantations et les conditions des esclaves qui aidaient la communauté à prendre des décisions éclairées concernant les raids et les sauvetages. Mais, même dans ce sanctuaire, Sarah ne pouvait échapper au poids de ce qu'elle avait fait. La mort de Charlotte hantait ses rêves et elle se surprenait à fixer les ombres, convaincue que, d'une manière ou d'une autre, son crime l'avait suivi jusque dans le marais. Les autres membres de la communauté avaient tous commis le crime de fuir l'esclavage, mais peu avaient ôté la vie d'un blanc dans le processus. L'action de Sarah la rendait particulièrement dangereuse aux yeux des autorités. Quelqu'un qu'il fallait traquer. Même dans les profondeurs traîtresses du Bayou, des affiches de recherche à son effigie commencèrent à apparaître à la Nouvelle-Orléans et dans d'autres villes proches, offrant des récompenses qui auraient tenté même le chasseur de primes le plus prudent. Les patrouilles arrivèrent quelques semaines après son arrivée. Des groupes d'hommes armés avec des chiens dressés, déferlant à travers le marais comme une peste de sauterelles. La communauté disposait de systèmes d'alerte très élaborés, des réseaux de sentinelles et de signaux capables de prévenir de l'arrivée d'un danger plusieurs heures avant qu'il ne survienne. Lorsque l'alarme retentissait, l'ensemble du village se dispersait comme de la fumée. Les bâtiments se vidaient et les habitants se fondaient dans des cachettes préparées précisément pour de telles situations d'urgence. Sarah apprit rapidement ses routines, comprenant que sa survie dépendait de sa capacité à devenir invisible à tout instant. Lors d'une de ces alertes, Sarah se retrouva cachée dans un cyprès creux tandis qu'une patrouille passait à quelques mètres seulement de sa cachette. Elle pouvait entendre les hommes parler d'elle, décrivant précisément la récompense offerte à quiconque la ramènerait vivante. La conversation révélait à quel point les autorités avaient enquêté sur la mort de Charlotte et à quelle vitesse leurs soupçons s'étaient concentrés sur l'esclave disparue qui avait été la plus proche de la défunte. Il savait que Sarah entretenait une relation spéciale avec sa maîtresse, bien qu'il l'interprétasse de façon à la fois plus et moins inquiétante que la vérité au fil des mois. La légende de Sarah se répandit au-delà de la communauté du Bayou qui l'abritait. Des histoires circulaient dans les quartiers d'esclaves de Louisiane et au-delà. On racontait l'histoire de la femme qui avait riposté contre ses oppresseurs et disparu dans le marais comme un esprit. Certaines versions faisaient d'elle une figure surnaturelle, un fantôme vengeur apparaissant pour punir maître et maîtresse cruels. D'autres la présentaient comme un symbole de résistance, la preuve que même les plus impuissants pouvaient trouver des moyens de lutter contre l'injustice. La vérité, comme souvent, devenait moins importante que le sens que les gens trouvaient dans l'histoire. Sarah, elle-même, peinait à accepter sa transformation de personne en légende. Elle n'avait jamais eu l'intention de devenir un symbole, agissant purement par désespoir et rage personnelle. Mais elle commença à comprendre que son histoire n'appartenait pas seulement à elle, mais à tous ceux qui avaient souffert sous le système qui avait façonné sa vie. Les autres membres de la communauté la regardaient comme une figure de leadership, voyant en elle quelqu'un qui avait franchi la ligne ultime et survécu pour raconter son histoire. Peu à peu, elle accepta le rôle que l'histoire semblait exiger d'elle, devenant l'une des stratèges clés de la communauté dans leur guerre permanente contre le système. Des plantations. Les raids commencèrent véritablement durant la deuxième année de Sarah dans le Bayou, grâce à sa connaissance intime des routines et des défenses des plantations. Elle contribua à planifier des opérations qui libéraient des dizaines d'esclaves et se mêla
Peur dans le cœur de leurs propriétaires, les bateaux de la communauté pouvaient surgir du brouillard matinal comme des fantômes, leurs équipages agissant avec une efficacité entraînée pour submerger les gardes et guider les esclaves, terrifiés vers la sécurité avant de disparaître. À nouveau dans le marais, Sarah participa à plusieurs de ces raids, le cœur battant d'une combinaison de terreur et d'exaltation, alors qu'elle aidait à briser les chaînes qui l'avaient autrefois liée, mais ce fut lors d'un raid sur une plantation près de Bâton Rouge que Sarah reçut une nouvelle qui changea tout. Parmi les esclaves libérés se trouvait une jeune femme qui avait été vendue loin de Magnolia Grove. Quelques mois seulement après la fuite de Sarah, la femme portait une nouvelle dévastatrice. Lily avait été tuée, battue à mort par Robert Deveau dans un accès de rage alcoolisé après avoir résisté assez. Avant cela, protection que Sarah avait sacrifiée pour garantir n'avait jamais existé, et sa sœur était morte en croyant que Sarah l'avait abandonnée pour sauver sa propre vie. Le chagrin qui dévora Sarah après avoir appris le sort de Lily dépassait tout ce qu'elle avait connu. Encore pire que le moment où elle avait tenu Charlotte sous l'eau de la baignoire, elle avait tué une femme et sacrifié son propre avenir pour rien, tout échangé pour une promesse qui n'avait jamais été réelle. La culpabilité et la rage menaçaient de détruire sa raison. Pendant des semaines, elle se retira de la communauté, passant ses journées seule dans les parties les plus profondes du marais ou même les autres. Marron craignait de s'aventurer. Elle parlait aux esprits de l'eau et du vent, cherchant des réponses qui ne venaient jamais. Une absolution toujours hors de portée, c'est Mama Bridget qui finit par ramener Sarah du bord de la folie, apparaissant à son refuge un matin avec la fermeté douce qui faisait d'elle une leader naturelle. « La mort de ta sœur n'est pas de ton fait, » dit-elle, s'asseyant à côté de Sarah sur une souche tombée qui reliait deux sections d'eau sombre. « Ce sang appartient au système qui l'a fait victime et à l'homme qui l'a versé. Tu as fait ce que tu pensais être juste avec les informations dont tu disposais. Et c'est tout ce que nous pouvons jamais faire. » Ces mots furent à la fois un réconfort et un défi. Et Sarah commença à comprendre qu'elle avait un choix à faire. Elle pouvait laisser son chagrin et sa culpabilité la consumer, mourant lentement dans les profondeurs du bayou, comme tant d'autres brisés par le poids de leur expérience, où elle pouvait transformer sa douleur en but, utilisant son savoir et ses compétences pour s'assurer que d'autres sœurs et filles aient une meilleure chance que celle qu'avait eu Lily. La décision, une fois prise, fut comme choisir la vie plutôt que la mort, l'espoir plutôt que le désespoir. Sarah émergea de sa période de deuil transformée. Plus dure et plus concentrée qu'auparavant, elle se lança avec intensité dans les activités de résistance de la communauté, planifiant des opérations de plus en plus ambitieuses, franchissant les limites de ce qui semblait possible. Sous son influence, les raids devinrent plus sophistiqués et audacieux, ciblant des lieux autrefois jugés trop bien défendus pour être attaqués. Les légendes la concernant prirent une tournure plus sombre, la peignant comme une force implacable de vengeance, hantant les cauchemars des propriétaires d'esclaves. De toute la région, le système des plantations commença à s'adapter à la menace que représentaient Sarah et sa communauté, renforçant la sécurité et offrant des récompenses plus importantes pour des informations sur les colonies marronnes. Certains esclaves, désespérés ou convaincus que coopérer était leur seul chemin vers un meilleur traitement, commencèrent à fournir des renseignements à leurs maîtres sur les activités de résistance. La communauté apprit à se montrer plus prudente quant à ceux en qui elle pouvait avoir confiance, mais elle ne put jamais éliminer complètement le risque de trahison. Plusieurs raids furent tendus, des embuscades, causant des pertes qui laissèrent les survivants secoués et plus prudents pour les opérations futures. Malgré ces revers, l'influence de Sarah sur le mouvement de résistance plus large continua de croître. Ses innovations tactiques se propagèrent à d'autres communautés marronnes dans tout le sud, et son histoire personnelle devint un cri de ralliement pour les esclaves qui n'avaient auparavant aucun espoir de lutter contre leurs oppresseurs. Les autorités la reconnurent comme une figure exceptionnellement dangereuse, dont la liberté continuelle menaçait tout le système de servitude humaine qui alimentait l'économie du Sud. La troisième année après la mort de Charlotte apporta des changements qui allaient éprouver la détermination de Sarah et la stabilité de la communauté qui était devenue sa maison. La pression fédérale s'accentuait sur les États esclavagistes pour réprimer les colonies marronnes, et des unités militaires commencèrent à effectuer des balayages systématiques des régions du bayou. Ces opérations étaient plus rigoureuses et mieux organisées que tout ce que la communauté avait affronté auparavant, utilisant des guides connaissant le terrain du marin et des bateaux conçus spécifiquement pour naviguer sur ces voies d'eau traîtresses. L'isolement même qui avait protégé les marrons pendant des décennies était maintenant systématiquement cartographié et envahi. Sarah se retrouva au centre de décisions stratégiques de plus en plus difficiles. La communauté pouvait tenter de défendre son territoire, mais ses armes improvisées ne pouvaient rivaliser avec la puissance militaire. Elles pouvaient se disperser plus profondément dans le marais, mais les ressources étaient limitées et l'hiver approchait. Une saison qui tuait autant d'évadés que n'importe quel chasseur de primes.
où il pouvait envisager l'impensable, négocier une forme de reddition pouvant sauver des vies, même si cela signifiait revenir à l'esclavage. Les débats au sein de la communauté étaient passionnés et parfois amers, reflétant la tension fondamentale entre survie et principe qui avait toujours défini les mouvements de résistance. Lors d'une réunion particulièrement animée, un vieil homme nommé Joseph se leva pour s'adresser à la communauté rassemblée. Il avait été l'un des fondateurs originels de la colonie, s'étant échappé d'une plantation de canne à sucre 40 ans plus tôt, et ses paroles portaient le poids de la sagesse et de l'expérience accumulée. La liberté, ce n'est pas seulement être désenchaîné, dit-il, sa voix portant clairement à travers l'eau jusqu'aux plateformes et aux bateaux où les gens étaient assis. C'est pouvoir choisir son propre chemin, même quand tous les choix sont difficiles. Nous devons décider quel genre de peuple libre nous voulons être. Le choix, lorsqu'il se présenta, fut déclenché par des renseignements qui leur parvinrent à travers leur réseau de contacts et les plantations voisines. Une opération massive était prévue pour le mois suivant, impliquant plus de 300 soldats et volontaires qui balayeraient le bayou en groupe coordonné. Les communautés marronnes ne recevraient aucun avertissement, aucune chance d'évacuer, et toute résistance serait réprimée par la force létale. Les autorités avaient apparemment décidé que le coût de laisser ces colonies continuer était plus élevé que celui de les détruire complètement. Sarah passa 3 nuits blanches à parcourir le périmètre de leur territoire, étudiant les voies navigables et les cachettes qui lui étaient devenues aussi familières que les terrain de la plantation où elle était née. Elle pensait à Charlotte flottant dans sa baignoire en marbre, à Lily mourant seule et effrayée, à toutes les femmes et enfants qui dépendaient de ses choix pour survivre. Le poids du leadership ne lui avait jamais paru aussi lourd, mais elle comprit que ce moment allait définir non seulement son propre héritage, mais aussi l'avenir de la résistance dans la région. Le plan qui émergea de ces nuits sombres était audacieux par son envergure et terrifiant par ses implications. Plutôt que d'attendre que la répression militaire les anéantisse lentement, Sarah proposa que la communauté passe à l'offensive, frappant simultanément plusieurs cibles dans toute la région. Les raids seraient plus grands et plus violents que tout ce qu'ils avaient tenté auparavant, conçus non seulement pour libérer les esclaves, mais pour envoyer un message. Les communautés marronnes ne s'éteindraient pas sans lutter. C'était une stratégie qui établirait soit leur pertinence continue, soit fournirait une déclaration finale spectaculaire de défi. Mama Régie écouta la proposition de Sarah avec l'attention méticuleuse qu'elle accordait à toutes les questions touchant à la survie de la communauté. Lorsque Sarah eut terminé, la femme plus âgée resta silencieuse longtemps, les yeux fixés sur les eaux sombres entourant leur sanctuaire caché. Tu parles de guerre, dit-elle enfin. Sarah hocha la tête sans hésitation. Je parle de choisir les termes de notre destruction plutôt que de les laisser décider pour nous. Si nous devons mourir, faisons-le de manière significative. Les préparatifs prirent des semaines, les messages étant transmis à travers le réseau du bayou pour coordonner le timing et les cibles. Les armes furent distribuées et aiguisées, les bateaux furent équipés d'armures improvisées, et des renseignements détaillés furent recueillis sur les défenses, des plantations et les routines des gardes. Sarah se consacra à la planification avec une intensité qui inquiéta certains de ses amis les plus proches, qui voyaient dans son dévouement quelque chose qui ressemblait étrangement à un désir de mort. Mais elle avait dépassé les considérations personnelles, pensant maintenant en termes de nécessité historique et des obligations liées à sa position unique. Les raids commencèrent lors d'une nuit sans lune, en novembre 1841. 3 ans après que Sarah ait fui Magnolia Grove avec le sang de Charlotte sur les mains. Cette plantation différentes furent attaquées simultanément, leurs défenseurs submergés par des forces marronnes frappant avec précision et férocité. Les bateaux de la communauté surgirent de l'obscurité tels des esprits vengeurs, leurs équipages agissant avec une efficacité exercée pour neutraliser les gardes et libérer les esclaves avant de disparaître à nouveau dans le maréseau. Levé du jour, plus de 200 esclaves avaient été libérés et toute la région était en panique. Mais la plus grande victoire symbolique de l'opération fut réservée à Sarah elle-même, qui mena l'assaut sur Magnolia Grove, plantation debout dans la même maison de bain où elle avait tué Charlotte de Vaux. Sarah sentit les fantômes de son passé tourbillonner autour d'elle comme de la mousse espagnole dans le vent de tempête. Les murs de marbre, qui avaient autrefois résonné des rires cruels de sa maîtresse, furent maintenant témoins du triomphe de Sarah alors qu'elle aidait les esclaves terrifiés à monter dans les bateaux qui les conduiraient à la liberté. Le maître de Vaux lui-même fut trouvé recroquevillé dans son bureau, et Sarah se permit un moment de satisfaction en regardant dans les yeux de l'homme qui avait possédé son corps. Mais jamais son esprit. La réaction des autorités fut rapide et brutale. En quelques jours, des unités militaires fouillaient le bayou avec l'ordre de tuer tout marron rencontré plutôt que de tenter de le capturer vivant. La destruction systématique des communautés marécageuses commença sérieusement, le feu et les explosifs étant utilisés pour détruire les cachettes qui avaient abrité les fugitifs. Pendant des générations, le réseau, mis en place sur des décennies, se délitait en quelques semaines,
et les réfugiés des colonies détruites arrivèrent à la communauté de Sarah avec des récits de massacres et de dévastation face à l'effondrement de tout ce qu'ils avaient construit. Sarah prit une décision qui surprit même ses alliés les plus proches. Plutôt que de se battre jusqu'au dernier ou de tenter de fuir plus profondément dans le marais, elle choisit de se rendre aux autorités en échange de garanties de sécurité pour les membres restants de la communauté. La proposition était audacieuse et risquée, mais elle reflétait la compréhension de Sarah que sa légende avait dépassé sa présence physique. Morte, elle serait devenue une martyre dont l'histoire inspirerait les générations futures de résistants. Vivante mais capturée, elle pourrait protéger ceux qui l'avaient suivie dans la rébellion. Les négociations se déroulèrent par intermédiaire, avec des messages échangés entre les commandants militaires et la direction marronne pendant plusieurs jours tendus. Les conditions de Sarah étaient simples. Elle se rendrait pour être jugée et exécutée en échange de l'amnistie pour tous les membres de la communauté qui n'avaient pas participé au récent raid. Les autorités étaient initialement sceptiques, suspectant une forme de piège ou de tromperie. Mais la perspective de capturer enfin la femme, devenue symbole de la résistance des esclaves, était trop tentante pour être ignorée. La reddition eut lieu sur un terrain neutre, une petite île au milieu du bayou considérée comme sacrée à la fois par les tribus amérindiennes locales et par les communautés marronnes. Sarah arriva seule, vêtue des vêtements simples qui étaient devenus son uniforme pendant 3 années de vie dans le marais. Ses mains étaient vides, mais son corps était fier et inflexible, la posture de quelqu'un qui n'avait jamais été vraiment vaincu malgré toutes les forces déployées contre les officiers militaires venus l'escorter. Furent étonnamment impressionnés par sa dignité et son calme lorsque les menottes se fermèrent autour de ses poignets. Elle regarda les eaux sombres où ses amis et compagnons d'armes restaient cachés. Elle savait que la communauté survivrait à sa capture, car les idées qu'elle avait contribué à diffuser étaient plus fortes que n'importe quel individu. D'autres femmes prendraient le relais de la résistance, perpétuant les traditions de défi qui avaient soutenu les marrons pendant des décennies de persécution. Son sacrifice ne mettrait pas fin à la lutte, mais pourrait gagner du temps pour que d'autres trouvent de nouvelles façons de combattre l'oppression. Le procès de Sarah Daniel devint une sensation dans tout le Sud, attirant des foules venues voir la femme dont le nom était devenu synonyme de rébellion d'esclaves. L'accusation la peignit comme une criminelle dangereuse dont les actions menaçaient l'ordre social qui maintenait la société civilisée en fonctionnement. La défense, telle qu'elle était, tenta de la présenter comme une victime du système brutal qui avait façonné sa vie, poussée à des mesures désespérées par des circonstances indépendantes de sa volonté. Mais Sarah refusa de jouer l'un ou l'autre rôle, gardant un silence stoïque qui frustrait les deux camps et ajoutait à son mystère dans la salle d'audience. Sarah faisait face pour la première fois aux proches de Charlotte DeVaux depuis ce matin dans la maison de bain. Le maître DeVaux était assis au premier rang, le visage masque de douleur et de colère, à peine dissimulant son désir de vengeance. La mère de Charlotte pleurait ouvertement alors que les détails de la mort de sa fille étaient relatés, et Sarah ressentit un moment de véritable remords pour la douleur que ses actes avaient causée. Mais elle se souvenait aussi du sort de Lily et des innombrables autres femmes qui avaient souffert sous le système que ces gens défendaient, et sa détermination resta inébranlable. Le verdict ne fut jamais en doute, et Sarah l'accepta avec la même dignité calme qui avait caractérisé tout son procès. Mort par pendaison à exécuter dans le mois sur la place publique, là où d'autres rebelles avaient trouvé leur destin. Les paroles du juge sur la justice et la dissuasion lui glissèrent dessus comme de l'eau. Des sons vides incapables de toucher le noyau de certitude qui la soutenait. Elle avait choisi sa voie, savait où elle menait, et elle marcherait jusqu'au bout sans plainte ni regret. Les semaines entre la condamnation et l'exécution passèrent dans un flou de visites de ministres, cherchant à sauver son âme, et de journalistes espérant obtenir des confessions ou révélations finales. Sarah reçut tous ces visiteurs avec une indifférence polie, comprenant qu'ils étaient davantage intéressés par leurs propres objectifs que par ses véritables pensée ou sentiment. Elle avait déjà dit tout ce qu'elle avait à dire par ses actions, et aucun mot ne pouvait ajouter de sens à la déclaration qu'elle avait faite par sa vie. Meili eut un visiteur qui comptait vraiment, une jeune femme venue dans l'obscurité, avant l'aube. Le dernier jour de Sarah, les gardes avaient été soudoyés ou menacés pour permettre cette rencontre, et Sarah reconnut immédiatement les traits qui avaient hanté ses rêves pendant 3 ans. L'esprit de Lily se tenait devant elle, plus l'enfant effrayé qu'elle se souvenait, mais une femme forgée par la sagesse et la force. La conversation qu'elles partagèrent se déroulait dans un espace au-delà des mots, une communion des âmes transcendant les limites physiques de la vie et de la mort. Lorsque les gardes vinrent escorter Sarah vers son exécution, elle marcha entre eux, la tête haute et l'esprit intact. La foule rassemblée pour assister à sa mort était un mélange de curieux et de vengeurs, mais aussi de visages qu'elle reconnaissait dans les quartiers d'esclaves et les communautés d'hommes et femmes libérés. Ces personnes n'étaient pas venues célébrer sa mort, mais honorer son courage.
témoignaient de la fin d'une histoire qui leur avait donné de l'espoir dans leurs moments les plus sombres. Leur présence transforma ce qui devait être un spectacle du pouvoir de l'État en quelque chose approchant d'une célébration de la résistance alors que la corde était passée autour de son cou. Sarah regarda la foule assemblée et prononça ces derniers mots, sa voix portant clairement dans l'air du matin « La liberté n'est pas quelque chose que les autres peuvent donner ou ôter. Elle vit dans le cœur de chaque personne qui refuse d'accepter l'injustice comme loi naturelle. Tuez-moi si vous devez. Mais vous ne pouvez pas tuer l'idée que chaque être humain mérite de choisir son propre destin. » Le levier de l'exécuteur tomba et Sarah Daniel mourut, comme elle avait vécu ces dernières années, selon ses propres termes, sans compromis face aux forces qui avaient tenté de briser son esprit, mais la mort n'était pas là. Fin de son histoire, seulement sa transformation d'un fait historique en légende durable. Quelques heures après son exécution, des histoires commencèrent à se répandre dans les communautés d'esclaves sur des signes et présages suggérant que l'esprit de Sarah n'avait pas été éteint par la corde du bourreau. Certains prétendaient l'avoir vu marcher sur l'eau du Bayou, sa silhouette rayonnant d'une lumière intérieure qui illuminait le chemin de la liberté pour ceux assez courageux pour la suivre. D'autres rapportaient qu'elle apparaissait aux femmes confrontées à des choix impossibles, offrant guidance et force dans les moments de crise. Les autorités rejetèrent ces récits comme superstition et vœux pieux, mais elles ne purent expliquer la soudaine augmentation des tentatives d'évasion et des actes de rébellion qui suivirent la mort de Sarah. La communauté qu'elle avait contribué à construire survécut à son sacrifice, se dispersant à travers le Bayou et se regroupant dans de nouveaux lieux encore plus soigneusement cachés que leur implantation initiale. Mama Brégie vécut pour voir la fin de l'esclavage en Amérique, sans jamais oublier la jeune femme qui avait payé le prix ultime pour ses principes. Les innovations tactiques développées par Sarah furent transmises de génération en génération aux combattants de la résistance, influençant les stratégies utilisées par les mouvements ultérieurs pour les droits civiques et la justice sociale. Le maître de Vaux mourut dans l'année qui suivit l'exécution de Sarah. Certains disaient de chagrin pour la mort de son épouse, d'autres du stress constant et de la peur que d'autres esclaves suivent l'exemple de Sarah. Magnolia Grove Plantation fut finalement vendue et subdivisée, sa grande maison tombant en ruine à mesure que le système économique qui la soutenait s'effondrait. Sous le poids de ses propres contradictions, la maison de bain en marbre où Charlotte était morte devint une destination populaire pour les visiteurs cherchant à communier avec les esprits du passé, bien que peu comprissent la complexité totale des événements qui s'étaient déroulés entre ces murs au fil des décennies. L'histoire de Sarah fut racontée et re-racontée, chaque génération ajoutant de nouvelles couches de signification et d'interprétation au fait de base de sa vie et de sa mort. Pour certains, elle était un récit édifiant sur les dangers de la rébellion et l'importance d'accepter sa place dans l'ordre social. Pour d'autres, elle était une héroïne dont le courage avait ouvert la voie à l'abolition finale de l'esclavage. Mais est-ce pour les femmes qui continuaient à faire face à l'oppression et à l'exploitation? Sarah représentait quelque chose de plus important encore, la preuve que la résistance était possible, que même les plus démunis pouvaient trouver des moyens de lutter contre l'injustice. Le Bayou lui-même devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à comprendre la pleine portée du sacrifice de Sarah. Au cœur du marais, où la mousse espagnole drape encore les cyprès comme des linceuls funéraires, les visiteurs rapportent des sensations étranges et des phénomènes inexpliqués. Certains prétendent entendre des chants portés par le vent, les mêmes mélodies spirituelles qui guidaient autrefois les esclaves en fuite vers la sécurité. D'autres parlent d'une présence dans l'eau, une force bienveillante protégeant ceux qui pénètrent dans le marais avec des intentions pures, tout en menant les malveillants à leur perte. Que ces expériences représentent de véritables rencontres surnaturelles ou simplement le pouvoir de la suggestion apporte moins que l'effet qu'elles ont sur ceux qui les cherchent. L'héritage de Sarah a transcendé les circonstances historiques spécifiques de sa vie, devenant un symbole universel de la capacité humaine à choisir la dignité plutôt que la dégradation, la justice plutôt que la sécurité, le principe plutôt que la survie. Dans un monde qui semble trop souvent conçu pour écraser l'esprit de ceux qui osent résister, son histoire continue d'offrir espoir et inspiration à quiconque refuse d'accepter que les choses doivent toujours rester comme elles ont été aujourd'hui. Plus d'un siècle et demi après la mort de Sarah, son nom est largement oublié par l'histoire officielle, mais son esprit vit en chaque personne qui refuse de considérer l'injustice comme inévitable. La maison de bain où Charlotte est morte est depuis longtemps tombée en ruine, et le Bayou où Sarah trouva la liberté a été asséché et urbanisé. Mais les idées pour lesquelles elle mourut, la croyance que chaque être humain possède une dignité inhérente et le droit à l'autodétermination, continue d'inspirer de nouvelles générations de combattants pour la justice au final. C'est peut-être le monument le plus approprié pour une femme qui choisit de vivre et de mourir selon ses propres termes, plutôt que d'accepter le rôle que d'autres avaient décidé pour elle.